donc on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous et à toutes, et puis merci d'être présents aujourd'hui dans ce webinaire donc, qui portera sur les aménagements urbains favorables à la biodiversité. Donc, je me présente, je suis Agathe Stévenin, donc je suis la coordonnatrice du secteur biodiversité de Réseau Environnement. Et aujourd'hui, donc, je serai accompagnée de ma collègue Christa Mugisha, donc coordonnatrice adjointe du secteur biodiversité, qui nous aidera lors de ce webinaire, et puis aussi je vous présenterai Laurence Cadotte de Nature Action Québec. Et donc, c'est un plaisir de vous accueillir pour ce webinaire. Et donc, je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue. Donc, ce webinaire, il est donné dans le cadre d'un programme de Réseau Environnement qui est le programme d'excellence en biodiversité, donc que je vous présenterai dans quelques instants. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, donc, je vais vous présenter comment va se dérouler le webinaire. Donc, pour consacrer justement, pour commencer, je vais consacrer comme 10 minutes pour vous présenter le PEX-BD, donc le programme d'excellence en biodiversité. Donc, c'est un programme spécialement conçu pour aider les organismes municipaux québécois à améliorer la gestion de la biodiversité. Puis ensuite, je laisserai justement la parole à Laurence Cadotte, donc chargée de projet chez Nature Action Québec, qui vous présentera justement une multitude d'aménagements urbains bénéfiques pour la biodiversité. Vous allez entendre parler des haies champêtres, des jardins pollinisateurs, des nichoirs et rondelles, des plateformes de nidification. Elle va vraiment évoquer plus d'une quinzaine d'aménagements. Et donc, ils seront chacun détaillés avec un aperçu de l'environnement idéal, des espèces ciblées, le temps nécessaire pour la colonisation, les critères spécifiques d'installation, etc. Donc, vous pourrez savoir tout ça par la suite. Aussi, durant toute la durée de ce webinaire, vous serez encouragé donc à poser vos questions à tout moment, pas seulement à la fin des présentations. Donc, soit n'hésitez pas à lever la main en cliquant sur l'onglet Réaction qui est situé en bas de votre écran. Donc, ma collègue et moi, quand j'entendrai le son, quand je vous entendrai, je pourrai aussi vous donner la parole, mais c'est ça, on pourra vous donner la parole à tout moment. Sinon, bien sûr, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer à présenter, donc à faire la présentation. Je vais partager mon écran. Tac. Partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Peut-être que vous voyez juste ma diapositive. Oui, pas en mode présentateur, je pense. Ok, donc nous voilà dans ce webinaire. Donc maintenant, je vais vous présenter le programme, donc le PEX-BD, le programme d'excellence pour la biodiversité. Donc je vais faire un tout petit rappel. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas qui est Réseau Environnement. Puis aussi, il faut le savoir, cette vidéo sera disponible après en ligne. Donc pour les personnes qui viennent sur cette vidéo mais qui ne connaissent pas Réseau Environnement, justement, on est une OBNL de plus de 60 ans. On travaillait d'abord au niveau de l'eau, puis ensuite on s'est comme élargi à plusieurs secteurs de l'environnement. Donc on parle d'air et changement climatique, énergie, sol et eau souterraine, matières résiduelles et biodiversité. Et donc on est comme un des plus grands regroupements de spécialistes en environnement au Québec. On fonctionne comme une espèce de plateforme d'échange et d'expertise. On met en relation en fait les experts du Québec. Et donc notre mission, souvent, vous l'entendrez souvent, c'est catalyser l'économie verte au Québec. Et donc, pour faire notre mission, on a aussi créé de nombreux programmes d'excellence qui sont destinés justement aux organismes municipaux. Donc, ça peut être municipalité, MRC, arrondissement, etc. Dans le cadre de nos secteurs. Donc, vous voyez en haut le programme d'excellence pour la biodiversité. Et en dessous, par exemple, j'ai mis 5 autres exemples. C'est vraiment à propos de l'eau. Donc, vous avez PECGEP, par exemple, c'est gestion des eaux pluviales. Vous avez au niveau du traitement des eaux, des stations mécanisées, etc. Vous avez aussi GMR Pro en matière résiduelle, etc. Mais maintenant, plus à propos du PEX-BD, globalement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un programme qui a été créé par des municipalités et pour les municipalités, donc vraiment pour essayer de voir quel est l'impact de leur gestion sur la biodiversité justement de leur territoire, pour voir justement un portrait de leur gestion. Et donc, vous le verrez après avec les outils, mais avec des cartes, de la cartographie, avec des indicateurs, etc. Donc, tout ça pour orienter la prise de décision et la planification de vos actions, en fait, pour les organismes municipaux. Et concrètement, justement, on dit que c'est un programme de performance parce que ce qui est intéressant, c'est d'année en année de voir, en fait, vos améliorations ou en tout cas vos tendances. Parce que justement, il y aura dans ce programme-là, comme dans tous les autres programmes, il y a une grille d'indicateurs qui vous permet vraiment de voir
où vous vous situez d'année en année à propos de la biodiversité. Donc, c'est une grille de plus de 40 indicateurs. Et ici, vous pouvez voir justement les grandes thématiques, puis les catégories qu'on passe en revue au travers de cette grille. Donc, on parle de gouvernance, préservation de la biodiversité et multifonctionnalité. Et dans ces thématiques-là, on parle d'espèces exotiques envahissantes, d'espèces à statut, de services écosystémiques, on parle de toutes ces catégories-là. Donc, c'est vraiment sur ces catégories-là qu'on a des indicateurs et des activités qui ont le tout créé dans le cadre des standards internationaux, donc anciennement appelés les normes ouvertes pour la pratique de la conservation maintenant, donc les standards ouverts pour la pratique de la conservation. On a aussi arrimé les indicateurs et les activités aux engagements de Montréal, donc ça vous permet vraiment de voir votre progression, votre niveau de complétion par rapport aux engagements de Montréal, donc qui est comme une adaptation de l'accord donc du cadre mondial de Kunming-Montréal. Donc vraiment pour vous situer par rapport à un cadre mondial de biodiversité. Et puis on aimerait pouvoir arrimer les indicateurs aussi aux OGAT, mais ça viendra quand ça sortira. Maintenant, les avantages du programme pour les organismes municipaux qui souhaitent justement améliorer leur biodiversité, c'est notamment ces outils. Donc, on parle de la grille d'indicateurs qui est à remplir annuellement. Ensuite, avec le programme vient des guides, donc un guide méthodologique pour bien comprendre pourquoi tel indicateur, d'où viennent les indicateurs, d'où viennent les activités, comment on a construit ça. On a aussi un guide d'accompagnement. On a un soutien géomatique aussi, donc je vous parlais de cartographie, donc on procure aussi des cartographies puis toutes sortes de données géomatiques. Et puis on a une plateforme d'échange qui est très intéressante où justement c'est les membres du programme qui alimentent cette plateforme avec leurs projets inspirants, leur expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, justement pour ce partage d'expérience-là. Donc personnellement, moi je suis biologiste, mais je suis aussi accompagnée d'un biologiste senior et d'un géomaticien. Et on est comme disponible toute l'année si les municipalités ont des questions. On est aussi là pour les accompagner et les aider à trouver la meilleure solution pour justement améliorer leur biodiversité. Ce qui est aussi compris dans le programme, c'est 2 communautés de pratique par année. Donc, c'est des journées complètes avec des ateliers, des conférences, etc. Puis, il y a aussi la nouveauté de cette année, c'est que justement, comme aujourd'hui, il y a des webinaires en plus. Et puis finalement aussi, ce qui est intéressant, c'est que le programme, donc avec la grille d'indicateurs, c'est qu'on y lie un score. Et ce score-là sera dévoilé donc à la fin de l'année où il y aura une cérémonie de reconnaissance qui est publique. Et souvent, il y a des communiqués de presse à ce propos-là, donc pour reconnaître les efforts de chaque membre du programme. Et donc, tout simplement, qu'est-ce que ça implique pour vous, par exemple, de participer au programme? Donc, c'est de participer aux 2 communautés de pratique dans l'année, qu'elles soient présentielles ou virtuelles. Aussi, il y a les webinaires. De compléter les données, donc c'est-à-dire la grille d'indicateurs. Et puis finalement, il y a des coûts d'adhésion annuels. Bien qu'on soit aidé toujours par une subvention ministérielle, on essaye aussi d'avoir plus de fonds justement pour développer de plus en plus le programme. Et finalement, comme moi je suis visuelle, j'aime bien aussi les calendriers. Donc, vous voyez, par exemple, souvent l'année se déroule comme ça. Donc, première communauté de pratique au printemps, la seconde en automne. On fait la début de la collecte comme aux alentours de mars. On ouvre c'est des formulaires web et les municipalités ont jusqu'à septembre pour pouvoir remplir leurs données. Puis ensuite, il y a l'événement de reconnaissance en novembre. Et puis, petit teaser pour la cérémonie de reconnaissance. C'est souvent, par exemple, nous, à nos salons de technologie ou à Americana, etc., on sait que souvent les élus aiment, c'est vraiment une bonne visibilité pour justement, c'est une certification comme quoi vous faites des efforts pour la biodiversité. Ça fait le tour pour cette présentation-là. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. Christa aussi. Puis, n'hésitez pas à poser aussi vos questions dans le chat. On pourra y répondre. Et maintenant, donc, je vais laisser la parole à Laurence pour la suite. Est-ce que, Laurence, tu peux aussi demander Oui, le d'accord, contrôle de l'écran, c'est ça? Comme ça, tu pourras passer. Tac.
Euh, Bonjour tout le monde, ça me fait un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. On est super contente que vous soyez aussi nombreux. Euh, je vais parler pendant longtemps, donc je vous encourage vraiment à poser vos questions au fur et à mesure pour rendre la présentation la plus dynamique et interactive possible. Il y a la petite main que vous pouvez lever en bas, je pense, là, de l'écran ou écrire dans le chat comme Agathe disait tantôt. Donc, premièrement, pourquoi on fait ce webinaire-là aujourd'hui? Pourquoi réaliser des aménagements urbains qui favorisent la biodiversité? Bien, comme certains d'entre vous le savent fort probablement déjà, on vit une perte et une fragmentation des milieux naturels à l'échelle planétaire, accompagnée d'un appauvrissement global de la biodiversité, d'une propagation d'espèces exotiques envahissantes que vous connaissez peut-être comme le roseau commun, par exemple, ou le scarabée japonais. Et aussi à cause des changements climatiques qu'on vit en ce moment. Les aménagements que je vais vous présenter aujourd'hui vont contribuer au maintien et à la création d'un environnement riche en biodiversité, puis plus résilient dans les milieux urbains et périurbains. Donc, les aménagements que je vais vous présenter aujourd'hui font partie de trousses d'aménagements fauniques que vous pouvez retrouver sur le site internet de Nature Action Québec. Vous allez voir le lien à la fin de ma présentation. Dans ces trousses-là, en fait, chaque aménagement faunique a une fiche où on vous présente sa méthode d'installation, les espèces qui sont ciblées, les coûts, tout ce que vous devez savoir en détail pour être capable de réaliser ces aménagements-là ou les acheter. Puis, ils sont accompagnés chacun d'un panneau d'interprétation qui peut être installé à côté des aménagements que vous réalisez dans les municipalités pour favoriser l'acceptabilité sociale des aménagements auprès du public. Ils sont prêts à imprimer. Donc, aujourd'hui, c'est sûr que je n'aurai pas le temps de voir exactement en détail tout ce qu'il y a dans ces fiches-là. Je vais voir avec vous aujourd'hui pour chaque aménagement pourquoi on fait cet aménagement-là, comment on le fait, où est-ce qu'on l'aménage, puis combien ça peut coûter environ. Puis pour les détails, vous pourrez aller voir dans les fiches sur notre site web. Donc, aujourd'hui, on va voir les bosquettes conifères et îlots fruitiers, le dortoir pour chauves-souris, la haie champêtre, l'îlot végétalisé flottant, le jardin pour pollinisateurs, le nichoir à insectes, le nichoir pour hirondelles noires ou chouettes rayées. Tu peux changer à Agathe. Ensuite, on va voir l'oasis à monarque, les paillis, souches, rondins et branchages naturels, le perchoir, le pierrier, la plateforme de lézardage, la plateforme de nidification pour buses à épaulettes, la prairie et la zone de non-coupe. Tu peux y changer, Agathe. Je voulais vous dire aussi qu'en ce moment, chez Nature Action, on a un appel à projet en partenariat avec la Fondation du Grand Montréal. Donc, si vous avez envie de réaliser un de ces aménagements-là ou même plusieurs dans vos villes, on peut vous aider en finançant une partie de votre projet. Donc, c'est moi qui est responsable de ça aussi. Vous pouvez aller voir au lien qui est au bas de la diapositive pour aller voir les détails de l'appel à projet. Et vous pouvez m'écrire directement aussi. Donc, notre premier aménagement, c'est le bosquet de conifères et îlot fruitier. Pourquoi on va aller aménager, faire cet aménagement-là? Bien, en fait, il y a plusieurs bénéfices à faire cet aménagement-là. Vous allez voir que d'un aménagement à l'autre, les bénéfices reviennent. OK? Je vais me répéter un petit peu, je vous avertis tout de suite. Donc, pour diversifier la faune et la flore, pour améliorer la structure puis la composition d'un sol, créer des zones d'ombre aussi, créer des haies brise-vent, donc faire obstacle au vent, puis bien sûr embellir le paysage. En tout cas, à mon avis, à moi. Les bénéfices de ces aménagements-là vont vraiment varier selon le moment de l'année où ils sont présents. Tu peux changer, Agathe. Donc,
Comment on aménage un bosquet de conifères ou un îlot fruitier? Vous voyez au bas de l'écran les exemples de plans qu'on a fait. Ils sont sur les trousses sur notre site web en plus grand format. C'est juste pour vous donner des exemples. Donc, en fait, on va rassembler différentes espèces d'arbres et d'arbustes, de conifères, puis d'espèces qui produisent des fruits puis des noix, comme des amélanchiers, des ifs ou des sorbiers. Ensuite de ça, où est-ce qu'on va aménager ça? Tu peux changer, Agathe. Pour les îlots fruitiers, on va les installer près d'un sous-bois ouvert, idéalement. Ce que je vous dis, c'est toujours idéalement. OK? La majorité des aménagements que je vais vous présenter peuvent être installés pas mal à l'endroit où vous voulez, là, avec quelques petits bémols. Puis ce que je vous présente, c'est surtout idéalement où est-ce qu'on les met. Donc, ça peut être près d'une construction anthropique aussi. Pour ce qui est du bosquet de conifères, on peut le mettre en milieu ouvert, là où il y a peu d'arbres pour aller vraiment maximiser les bénéfices, ou dans un boisé qui va être, qui sera pas très dense, par exemple. Idéalement, on va choisir un endroit qui est calme pour favoriser la présence de la biodiversité, surtout les oiseaux. Ça aussi, vous allez voir, ça va revenir dans les aménagements. On favorise les endroits calmes, mais c'est pas parce que l'aménagement n'est pas dans un endroit calme, sauf quelques exceptions dont je vais vous parler, qu'il n'y aura pas de biodiversité. Tu peux changer, Agathe. Comme si je pense que tu as de nouveau le contrôle. Ah oui, j'ai rien demandé pourtant. C'est plus que le donner. Non, T'as plus le contrôle. ça fonctionne, c'est toi qui l'as. Ça se peut, mais moi, j'arrive pas à changer de diapositive. Fait que j'ai abandonné le contrôle. Ok, d'accord. C'est parti. OK, merci. Ça va mieux comme ça. Donc, un aménagement comme ça peut coûter à partir de 500 auquel on ajoute la main-d'œuvre. Puis, bien sûr, ça dépend de la grosseur de l'aménagement, des espèces qu'on choisit, de la grosseur des plants aussi. Alors, c'était notre premier aménagement. On va passer au deuxième, qui est le dortoir pour chauve-souris. Je vais tout de suite mettre un bémol pour cet aménagement-là. En ce moment, il existe plus de dortoirs de chauve-souris qui sont installés qu'il reste de chauve-souris. Donc, il y a des chances qu'un dortoir ne soit pas habité par des chauves-souris. Je dois vous avertir tout de suite. Ça se peut qu'il le soit quand même. Mais oui, c'est ça. En effet, on peut installer le dortoir pour chauve-souris à des fins de sensibilisation, par exemple. Ça va être un merveilleux outil pour ça. Donc, pourquoi installer un dortoir de chauve-souris? J'avais pas fini. Tu peux retourner en arrière. Oh, pourquoi? Merci! Donc, ça va être un merveilleux moyen de contrôler les insectes qu'on juge nuisibles. Donc, par exemple, en milieu agricole, la chauve-souris va manger l'équivalent de à peu près la moitié de son poids jusqu'à la totalité de son poids en insectes par nuit, ce qui est vraiment énorme. Donc, les abris naturels vont être de plus en plus rares pour les chauves-souris, puis les dortoirs vont constituer des espaces de repos qui vont être sécuritaires pour des adultes résidents qui sont entre les périodes d'alimentation. Comme je vous disais, ça va être un super outil de sensibilisation aussi. Comment on va installer ça? Donc, on peut le construire. On vous a mis un exemple de plan ici qui est un peu plus détaillé dans les trousses. Les liens que je vous ai mis au bas de l'écran, c'est des détails de plan, justement, pour les construire vous-même. Mais vous pouvez bien sûr les acheter la plupart du temps, c'est ça que les gens font. On vous recommande un dortoir à chauffage passif avec 4 chambres qui va être de couleur foncée pour maximiser la chaleur à l'intérieur, avec des petites rainures horizontales à l'intérieur pour permettre aux chauves-souris de s'agripper. Puis, on va favoriser un bois qui est non traité avec une peinture qui est non toxique. C'est très, très, très important. Tu peux changer la carte. Je pense qu'on t'est rendu à où? Ouais, c'est ça. Donc, on vous recommande de l'installer près d'un plan d'eau
Donc, idéalement, à moins de 500 mètres ou au moins à moins de 1 km, loin des endroits où il va y avoir beaucoup de pesticides qui vont être, euh, qui vont être utilisés, loin d'un éclairage très puissant aussi. Sur un bon gros arbre là, ou sur un bâtiment, assez haut dans les airs à une hauteur de 3 à 6 mètres, on va éviter les prédateurs de cette façon-là. Il faut qu'il soit orienté vers le sud encore là pour maximiser la chaleur à l'intérieur du dortoir. On le met loin des endroits qui sont très ombragés, encore là pour la chaleur. Puis, si c'est pour la sensibilisation, vous pouvez le mettre dans un parc avec le panneau d'interprétation à côté pour éduquer les gens. Ça va coûter aux alentours de 300 pour un dortoir à 4 chambres, plus les coûts de main-d'œuvre pour l'installer. Notre troisième aménagement, c'est une haie champêtre. C'est un de ceux que j'aime beaucoup. La haie champêtre va permettre d'aller préserver puis accroître la biodiversité d'un milieu de façon assez extraordinaire. Ça va permettre d'offrir un habitat puis une source de nourriture pour les insectes pollinisateurs, les oiseaux, les petits mammifères, les moyens mammifères. Il y en a quasiment pour tout le monde dans cet aménagement-là. Donc, premièrement, on va définir le but de la haie champêtre. Ça peut être une haie brise-vent, ça peut être une barrière visuelle, ça peut être un corridor de déplacement pour la faune, pour favoriser la connectivité, ou ça peut être tout simplement pour augmenter la biodiversité d'un milieu. Donc, on vous suggère de choisir au moins 5 espèces d'arbres ou d'arbustes indigènes. Indigènes, c'est des espèces qui sont déjà présentes naturellement dans le milieu où vous allez la mettre. Puis, de faire au moins 2 rangées pour avoir une bonne densité de végétaux, puis que ça représente un meilleur habitat pour la faune. Encore là, au bas de l'écran, il y avait un petit plan. Dans le fond, c'est des idées de façon que vous pouvez constituer votre haie, qu'on voit un peu plus en détail dans les trousses aussi. Je peux changer à Agathe. Prendre mon souffle. On ne respire pas quand on parle. Donc, l'endroit où vous allez l'installer va dépendre de la fonction que vous voulez qu'elle ait. On peut vous en donner un peu plus d'indications dans les trousses ou de vive voix si vous me contactez ou moi ou un de mes collègues là, on pourra vous donner des indications plus détaillées. Elle peut être installée dans tout type d'habitat, donc milieu urbain, milieu agricole, milieu périurbain, ça peut être en bordure de terrain. La seule chose, c'est qu'on recommande la mettre loin, encore là, des endroits où il y a des pesticides qui sont utilisés. Donc, pour la haie champêtre, ça varie énormément les coûts selon les végétaux que vous choisissez, sa taille puis le calibre des végétaux. On peut dire que c'est à partir de 700 $ à peu près, plus la main-d'œuvre. Pas de questions jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y avait des questions? Parce que je sais que je parle sans arrêt, là, c'est peut-être un peu plus gênant de m'arrêter. Pour l'instant, rien du tout dans le Ça chat. va? Parfait. Donc, on va aller voir notre quatrième aménagement qui est l'îlot végétalisé flottant. Il est bien le fun celui-là, vous allez voir. Donc, pourquoi on installe un îlot végétalisé flottant? En fait, c'est pour aller offrir un habitat de nidification puis de repos aux espèces d'oiseaux aquatiques. On va leur permettre d'avoir un emplacement qui va être à l'abri des prédateurs. Puis, c'est un aménagement qui va aussi favoriser la filtration de l'eau. L'îlot végétalisé flottant va être constitué d'une base flottante qui peut être en aluminium ou en plastique recyclé sans BPA, évidemment là, pour limiter la propagation des particules. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans la base, on va faire des trous dans lesquels on va insérer des végétaux de petit calibre comme des iris versicolores, les joncs épars, la menthe du Canada. Je vous en ai mis d'autres sur la diapositive. On s'inspire de la végétation indigène du site encore. Puis, il y a possibilité de mettre des clôtures aussi
sur les pourtours de l'îlot végétalisé le temps que les végétaux vont croître. Par contre, je mets un bémol, un attention, il faut vraiment bien choisir le type de clôture et quand on la met. Donc, on vous recommande d'être accompagné pour ça parce qu'il peut y avoir des individus qui vont se prendre dans la clôture, puis là, on causerait des mortalités, puis c'est pas ça qu'on veut. Bon, j'ai déjà une question aussi. De Mylène. Oui. Qui produit de tels vélos? OK. Donc, qui en produit? Les fournisseurs sont assez limités. Dans les trousses, on vous a mis 2 fournisseurs qui, je ne me trompe pas, sont en Ontario. On n'en a pas au Québec encore. Vous pouvez la fabriquer vous-même en achetant les matières de base. Mais c'est ça, je vous invite à aller voir les fournisseurs qu'on a mis sur les trousses. On a tout mis, on a mis le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, site web. Vous allez avoir toutes les informations pour les contacter. On a aussi deux autres questions. Oui. Chloé qui dit, je comprends pourquoi on recommande d'éloigner les aménagements des zones d'application des pesticides, mais comment fait-on alors pour augmenter la biodiversité en milieu agricole? Ça peut pas loin, mais intéressant. En milieu agricole, souvent, les pesticides vont être mis à certains moments de l'année qui sont clés. Ils sont pas, il y a un mot que je cherche depuis tantôt, mais en tout cas, ils sont pas mis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les pesticides, on va pas les épandre. Ils vont pas être épandus tout le temps. Donc, on peut quand même mettre ce type d'aménagement-là en milieu agricole. Idéalement, justement, les agriculteurs vont épandre les pesticides des journées où il y a peu de vent, qu'il n'y a pas trop de pluie non plus pour réduire la propagation. J'ai aussi une autre question de Marie-Claude qui dit, est-ce que ces aménagements sont autorisés par le MELCCFP ou par le MPO? Par le MELCCFP ou par quoi? Par le MPO. Le MPO, c'est quoi le MPO? J'ai Chez Océan Canada, Ministère Pêche et Océan. Oh, MPO, excusez. J'avais, j'avais compris. MBO. Oui, oui, c'est des aménagements qui sont autorisés. Si vous êtes en aire protégée, par contre, souvent, il y a des demandes d'autorisation qui doivent être faites avant de faire différents aménagements, dépendamment de l'entente qu'il y a pour l'aire protégée. Ensuite, j'ai une autre question de Valérie qui dit, est-ce que les bernaches sont attirés par ce type d'îlot flottant? Est-ce que ça aussi, ça nécessite un entretien récurrent? Oui, donc oui, les bernaches aiment beaucoup ce genre d'îlots végétalisés flottants-là. Donc, ça va favoriser ces espèces-là. Différentes espèces de canards aussi vont beaucoup aimer ces îlots-là. Puis, l'autre question, l'entretien. Oui. Donc, je ne vous les présente pas aujourd'hui, l'entretien. Normalement, l'entretien, c'est quelque chose qu'on va vous montrer quand on va faire les aménagements avec vous. On va vous montrer comment les entretenir après. C'est écrit dans les fiches aussi auxquelles je fais référence là, durant ma présentation. On vous explique comment vraiment bien les entretenir, mais chaque aménagement que je vous présente là en ce moment nécessite un entretien plus ou moins grand. C'est super important de toujours faire le suivi des aménagements. C'est sûr qu'il y en a qui vont demander moins d'entretien, par exemple, une haie champêtre, dépendamment d'où est-ce que vous l'installez. On va peut-être la tailler 1 à 2 fois par année, dépendamment de vos besoins, mais ça ne sera pas plus que ça. Un nichoir, ben, ça doit être nettoyé, désinfecté. Un îlot végétalisé flottant, il faut s'assurer que la chaîne qui va ancrer l'îlot avec l'encre dans le fond du milieu aquatique est toujours en bon état, par exemple. On va s'assurer qu'il n'y a pas de mortalité. Puis c'est ça. Donc, c'est juste pour donner un aperçu, mais c'est vraiment bien expliqué en détail dans les fiches. Merci, Laurent. Donc, Je ne sais pas si tu hein? vois, Valérie a une question à lever la main. Oui. Oui, est-ce que ce genre d'aménagement-là a été testé à long terme? Est-ce qu'on a des exemples d'aménagements qui ont duré dans le temps? Oui, si je ne me trompe pas, nous, on en a un à l'île des Sœurs. Donc, c'est sûr que ça nécessite, c'est sûr que ça nécessite de l'entretien, mais quand c'est bien entretenu, là, ça perdure. C'est périn comme aménagement.
Mais si c'est laissé aller, là, on a eu un cas, par exemple, d'un îlot végétalisé qui était peut-être pas bien entretenu puis qui est parti à la dérive. On veut pas ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait des suivis. Et puis Chloé aussi demande, est-ce que je crois qu'il faut les retirer l'hiver, non? Oui, idéalement, on va le retirer l'hiver, l'îlot végétalisé, à cause des glaces. Parfait, c'est tout pour les questions. Merci beaucoup. Je peux C'est poursuivre. bon, ça fait plaisir. Donc, tantôt, je vous disais qu'on a eu un cas d'îlot végétalisé flottant qui est parti à la dérive, peut-être à cause d'un manque de suivi. Mais si on veut éviter aussi qu'il parte à la dérive, ça peut être une bonne idée de l'installer sur un plan d'eau calme, comme un étang, par exemple, ou un lac. On recommande de le mettre au large pour éviter que les prédateurs aient accès à l'îlot et pour éviter que les oiseaux qui vont nicher là soient dérangés par la population. C'est un aménagement qui est assez coûteux. Ça va coûter à partir de 10 000 ce à quoi on va ajouter la main-d'œuvre d'installation ou de construction. Mais c'est quelque chose qui est intéressant puis qui attire beaucoup l'œil des gens, par contre. Et c'est original, il n'y en a pas beaucoup jusqu'à présent. Notre cinquième aménagement, c'est le jardin pour pollinisateurs. J'en profite pour vous dire, hier, je parlais avec un collègue de la Fondation David Suzuki. Je vais vous mettre un lien dans le chat parce que j'en profite pour vous dire que la Fondation David Suzuki a lancé une campagne qui s'appelle Partage ta pelouse, qui invite les gens à réserver des espaces sur leur terrain pour la biodiversité, donc pour favoriser par exemple les pollinisateurs. Alors vous pouvez aller voir dans le lien que je vous ai mis toutes les informations sur cette campagne-là. Ils ont produit un super guide pour vous aider dans le choix de vos végétaux qui est vraiment très très bien fait. Et oui, ça c'est pour tantôt. Donc, un jardin pour pollinisateurs. Les pollinisateurs, vous êtes sûrement beaucoup à le savoir et sont essentiels dans notre société. On a un tiers de l'alimentation mondiale qui dépend de leur travail. Puis on a près de 90% des plantes à fleurs qui ont besoin des pollinisateurs pour leur reproduction. C'est un super aménagement à mettre à côté d'un jardin potager pour aller aider à avoir des plus gros fruits, des plus gros légumes, puis une récolte plus abondante, justement, parce qu'on va favoriser les pollinisateurs. Donc, en faisant ça, on va leur offrir un habitat qui est sécuritaire, puis une source de nourriture. Comment on fait ça? Donc, on va regrouper des plantes indigènes et mellifères de différentes sortes qui ont été cultivées sans pesticides. C'est très important. Si ça a été cultivé avec des néonicotinoïdes, par exemple, tenez-vous le plus loin possible de ces plants-là. Donc, à l'intérieur du jardin, ce qu'on peut faire, c'est des grandes parcelles arrondies dans lesquelles on va mettre la même espèce de plante qui va avoir la même couleur. Ça va être très attrayant pour les pollinisateurs. On va choisir des végétaux qui ont des temps de floraison qui se succèdent pour avoir des fleurs un peu tout le temps durant la saison estivale. On va choisir des plants aussi qui ont une belle variété de couleurs, de différentes formes d'inflorescence. Puis, idéalement, près de l'aménagement, on va éviter de trop entretenir le gazon. Il peut y avoir des œufs qui sont pondus dans le sol en pourtour du jardin pour pollinisateurs. Il peut y avoir des adultes qui vont aller s'enfouir dans le sol aussi, donc on évite de faire ça. On peut l'aménager idéalement près d'une source d'eau qui est peu profonde pour que les pollinisateurs puissent aller s'abreuver. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une petite mare d'eau où il y a plein de petites abeilles qui s'abreuvent, mais c'est absolument adorable. On peut mettre des petits flotteurs dans cet espace d'eau-là pour éviter les noyades, justement, si on a peur que ça arrive. On le met dans un milieu ouvert, exposé au sud pour favoriser l'ensoleillement, idéalement à l'abri du vent. Puis,
Si on peut aussi, on va mettre des petits abris à proximité pour les pollinisateurs qui vont aller compléter l'aménagement, comme des arbres, des arbustes, ça peut être des roches, des troncs d'arbres, par exemple. Cet aménagement-là va coûter à partir de 100 à peu près. Ça dépend de la grosseur des jardins que vous faites, des espèces que vous choisissez. Est-ce que vous choisissez d'ensemencer? Est-ce que vous choisissez de venir mettre des plants qui sont déjà matures? Donc, ça va dépendre de ça. Le nichoir à insectes, c'est notre 6e aménagement. Celui-là aussi, je mets un avertissement parce qu'un nichoir à insectes qui n'est pas bien entretenu, ça peut vite devenir un nid à propagation de maladies, puis vous allez plus nuire aux insectes que les favoriser s'il est mal entretenu. Donc, je vous recommande d'aller suivre l'entretien qu'on a mis sur les fiches sur notre site web. Donc, il doit être nettoyé puis désinfecté au moins une fois par année. Alors, on va mettre... Ah, tu peux retourner, Agathe. On va installer un nichoir à insectes pour permettre aux insectes, surtout les hyménoptères solitaires, par exemple les abeilles, les guêpes, d'aller se reposer, de se reproduire, puis de s'abriter. Tu peux changer. Donc, vous pouvez le construire. Ça peut être une activité qui est le fun à faire avec des bénévoles ou avec des familles, ou vous pouvez l'acheter. Je vais vous présenter le coût plus tard. Si vous le confectionnez vous-même, donc c'est une cabane qui va être divisée en différentes sections dans lesquelles on va avoir différentes sortes de matériaux qui vont favoriser différentes espèces. Donc, selon ce qu'on va mettre, on va attirer différentes espèces d'insectes. Par exemple, il y en a qui vont préférer les branches creuses, d'autres qui vont préférer des rondins percés. On vous met des exemples dans les fiches dont je vous parle. Puis, attention à l'entretien, je viens de vous le dire. C'est un aménagement qu'on peut aller mettre idéalement dans des endroits calmes pour ne pas perturber les insectes, idéalement à l'abri des vents dominants. Puis, près d'un espace cultivé où il y a des fleurs aussi. C'est pas obligatoire, mais ça va aider les petits visiteurs du nichoir. Et on va choisir une orientation sud ou sud-est. Là, comme vous avez pu voir jusqu'à maintenant, l'orientation sud revient beaucoup. Donc, si on utilise des matériaux recyclés uniquement, les coûts vont se limiter à la main-d'œuvre. Ça peut être une belle façon de revaloriser des matériaux. Sinon, si vous l'achetez, ça coûte entre 40 et 950 $ selon la taille. Il y en a qui peuvent être tout petits, puis il y en a qui peuvent être très, très gros, comme celui que vous voyez en bas à droite de ma présentation. Notre 7e aménagement, là, on s'en va vers les oiseaux. C'est le nichoir pour hirondelle noire ou chouette rayée. Donc, je vais vous présenter les deux. Ce sont deux oiseaux très différents. Alors, pour l'hirondelle noire, malheureusement, en ce moment, l'espèce est tellement en déclin qu'elle dépend presque entièrement des nichoirs qu'on lui offre pour pouvoir s'abriter, pour pouvoir nicher, étant donné le manque d'habitat qu'il y a maintenant pour l'hirondelle noire. Donc, en installant un nichoir pour hirondelle noire, on va aller vraiment contribuer à son rétablissement. Puis c'est une espèce qui est vraiment le fun à observer aussi. Pour la chouette rayée, elle est victime de la destruction de son habitat par les coupes forestières intensives. Donc, on va vouloir aller compenser le manque de cavités naturelles qui restent dans ces milieux naturels pour qu'elle puisse les utiliser pour nicher. C'est une espèce qui est un peu capricieuse, qui est un peu difficile sur les arbres qu'elle choisit. Donc, le fait qu'elle soit présente dans un milieu, c'est indicateur de bonne qualité du milieu naturel. Pour les nichoirs à hirondelle noire, on vous suggère de commencer par un nichoir qui a quelques logements, donc peut-être 6 ou 12 pour commencer, puis d'augmenter au fur et à mesure que la colonie augmente. Les hirondelles noires, c'est
une espèce qui aime ça vivre en communauté. Donc, vous allez voir que peut-être les communautés qui vont être au nichoir vont augmenter d'une année à l'autre. On va choisir des nichoirs qui sont de couleur claire. Cette fois-ci, on veut éviter que la température soit trop haute à l'intérieur des chambres. Puis, on recommande de choisir des nichoirs qui ont des structures anti-prédation. Pour la chouette rayée, vous allez voir une photo du type de nichoir après, mais on recommande de tapisser le fond avec des copeaux de bois pour favoriser la nidification. Donc, où est-ce qu'on vous recommande de mettre ces nichoirs-là? Ben, vous voyez à droite une photo du nichoir pour chouette rayée. Il est assez gros quand même. Pour les hirondelles noires, on vous recommande de le mettre dans un milieu ouvert pour éviter de restreindre le vol des hirondelles. Elles ont besoin de beaucoup d'espace quand elles vont sortir du nichoir et près d'un plan d'eau où elles vont pouvoir aller récolter les insectes. Pour la chouette rayée, suivant ses préférences d'habitat, on va aller choisir une forêt qui est soit mixte ou de feuillus avec un bon couvert forestier. Donc, une belle forêt mature, c'est un endroit parfait pour la chouette rayée. Près d'un milieu humide ou d'un milieu ouvert pour qu'elle puisse aller chasser. Puis, c'est un nichoir qu'on va mettre à au moins 5 mètres de haut parce qu'elle aime les hauteurs. Et finalement, pour les nichoirs à hirondelles noires, c'est quand même des nichoirs qui sont assez gros, donc ça va coûter environ 770 $ plus la main-d'œuvre d'installation. Pour la chouette rayée, c'est un petit peu plus abordable, autour de 90 $ plus la main-d'œuvre d'installation. L'oasis à Monarque, je fais une autre parenthèse par rapport à la Fondation David Suzuki parce qu'ils ont un programme que vous connaissez peut-être déjà où les villes peuvent devenir amies des monarques. Je sais que c'est très populaire, donc ils m'ont demandé de vous en parler. Je vous mets le lien encore une fois dans la boîte de chat où vous pouvez aller vous inscrire pour être municipalité amie des monarques pour favoriser cette espèce-là. Et pourquoi on veut favoriser cette espèce-là? Tu peux changer, Agathe? En fait, je n'ai pas changé, c'était juste pour te dire qu'on avait aussi une question pour Oui. Hirondelle Noire. Donc, c'est Audrey qui demande, qui dit, on m'avait dit qu'il faut les attirer, qu'il faut l'attirer par le passage de champs, donc elle utilise le nichoir. Est-ce que votre expérience confirme la nécessité de l'attirer au nichoir de cette façon? Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable. Le nichoir peut être colonisé même si on ne fait pas passer des champs, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire pour aider, en effet. Il y a des personnes, des fois aussi, qui vont ajouter un petit modèle d'une fausse hirondelle noire, là, un peu comme on fait avec les hiboux des fois pour effrayer les autres oiseaux. Là. Ben, on peut ajouter une petite hirondelle noire avec le nichoir pour les inciter à venir coloniser le nichoir. Mais ce n'est pas essentiel. Donc, les oasis à monarques, en fait, vont venir aider à pallier aux diminutions des populations qui sont observées depuis plusieurs années, qui sont dues à la perte d'habitat, au déclin de l'asclépiade, qui est une plante indispensable pour le monarque. Je vais vous en parler tantôt. C'est dû aussi au changement climatique puis à l'usage abusif des pesticides. Donc, en mettant un oasis à monarque, on va venir favoriser le rétablissement de cette espèce-là, puis on va lui permettre d'avoir un endroit pour compléter son cycle vital. Puis, pour compléter son cycle vital, justement, il a absolument besoin d'asclépiade parce que c'est la seule plante où la chenille va s'alimenter, puis où l'adulte va pondre ses œufs. Donc, c'est un petit peu difficile. Sinon, on va le composer de plantes nectarifères qui ont des floraisons successives aussi pendant l'été pour avoir des fleurs un peu tout le temps. On va installer aussi une petite plage de sable pour lui permettre d'avoir un apport en sel et minéraux à proximité de l'oasis. Puis, on va installer des éléments qui vont emmagasiner la chaleur aussi à proximité, comme des roches, par exemple. Comme pour le jardin de pollinisateur,
autour de l'Oasis à Monarque, on va laisser le gazon intact pour les mêmes raisons. Laurence, on a une question, Marie-Josée qui dit qu'elle a appris que le programme Ville Amie des Monarques était remis en question. D'ailleurs, les liens ne fonctionnaient plus ce printemps. Je comprends donc que de votre information que le programme est remis en marche. S'il n'est pas remis en marche pour l'instant, ce n'est qu'une question de temps parce que selon mes discussions que j'ai eues hier avec la David Suzuki, le programme est en cours ou va l'être sous peu. Donc oui, c'est encore d'actualité. Parfait. Donc, on vous recommande de l'installer dans un milieu ouvert, près d'un point d'eau peu profond comme le jardin pour pollinisateurs tantôt. À l'abri du vent, quand il est question des insectes, idéalement, là, on va mettre l'aménagement à l'abri du vent pour favoriser un vol en tout confort. Dans un endroit soleillé, puis là où il y a peu de perturbations, idéalement. Si c'est un endroit où les enfants ont l'habitude d'aller courir, puis vont avoir tendance à perturber tout le temps le milieu, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, sinon, un aménagement comme ça va coûter à partir de 100 $, dépendamment de sa superficie, encore là, puis des végétaux et de leur calibre qui sont choisis. Notre 9e aménagement, celui-là, c'est souvent celui qui est le plus controversé. Je vais essayer de vous le faire aimer. Donc, c'est les paillis, souches, rondins et branchages naturels. Donc, vous voyez, pour essayer de vous le faire aimer, j'ai mis une photo d'une musaraigne mignonne. J'espère que ça fonctionne. Donc, ces aménagements-là vont aider à contribuer, à pallier en fait au manque d'habitat pour différentes espèces de micro-mammifères. Les micro-mammifères, ça va être les petits mammifères comme la musaraigne que vous voyez à droite justement, les souris, les campagnols. L'herpétofaune qui est les reptiles et les amphibiens, donc couleuvres, tortues, grenouilles, et les oiseaux. Puis ces animaux-là vont permettre de contrôler les insectes qu'on juge nuisibles. Donc, à cause de l'urbanisation, ces espèces-là vont voir un manque d'habitat, en fait. Alors, c'est très, très simple. Déjà, c'est une bonne raison pour les aimer, ces aménagements-là. C'est qu'on peut utiliser entièrement des matériaux récupérés. Vous pouvez, par exemple, s'il y a des travaux d'élagage qui sont faits, simplement disposer les branches qui vont en résulter dans des amas assez denses, comme vous voyez en bas à droite de la diapositive. S'il y a des souches d'arbres qui ont été coupées aussi, vous pouvez simplement les laisser en place ou les déplacer à l'endroit où vous voulez. Puis, les rondins, vous pouvez tout simplement les disposer au sol sans les enfoncer, idéalement dans un milieu qui est un petit peu, avec un sol un petit peu humide. Puis, plus le diamètre des souches puis des rondins que vous allez choisir va être élevé, meilleur va être l'habitat pour les micro-mammifères. On vous recommande de faire des arrangements de 2 à 3 installations qui vont être séparées de quelques mètres. Donc, par exemple, une souche, des rondins, puis des branchages ou du paillis. Donc, évidemment, idéalement, on les éloigne des quartiers résidentiels, mais peut-être pas pour les raisons que vous pensiez que j'allais dire, mais c'est parce qu'on veut éviter la prédation par les chats. On va les mettre loin aussi des sites de guet pour oiseaux de proie. Puis, on va les éloigner des routes puis des pistes cyclables pour éviter les blessures puis les mortalités de la faune. On va choisir un milieu qui est soit ouvert, soit une forêt. En bordure d'un champ, ça fait l'affaire aussi, près d'un plan d'eau. Puis, en fait, ça, vous pouvez l'installer pas mal là où vous le souhaitez. Pour les coûts, quasi nul, ça se limite au coût de main-d'œuvre, tout simplement. Donc, c'est très abordable. Mon 10e aménagement, je vais accélérer un petit peu, je vois qu'il... Oh non, il me reste 20 minutes, je suis correcte. C'est le perchoir. Donc, le perchoir, en fait, on va aller l'installer pour qu'il puisse servir de site de guet, de parade nuptiale ou de repos
pour plusieurs espèces d'oiseaux qui vont aider aussi à contrôler les insectes nuisibles. Donc, par exemple, en milieu agricole, ça peut être un super aménagement à faire. S'il y a une ancienne clôture qui est déjà présente, au lieu de l'enlever, on peut la laisser en place et elle va servir de perchoir tout simplement. Un perchoir peut aussi être tout simplement un chicot. Un chicot, c'est un arbre mort qui est toujours debout. Le chicot va servir d'abri, d'aire de repos, de garde-manger, de site de nidification, de caisse de résonance pour les oiseaux, de site de guet, de toilettage aussi. C'est un peu un tout inclus. Donc, on vous recommande de les laisser en place. Donc, comme je vous dis, on peut utiliser des chicots, on peut utiliser aussi des arbustes qui vont servir de perchoir, on peut utiliser des grands tournesols, ça peut être aussi si on y va un peu plus là, dans quelque chose d'artificiel, ça peut être un poteau ou une corde qui va être tendue. Il y a vraiment place à laisser aller son imagination. Idéalement, on laisse moins de 250 mètres entre chaque perchoir pour le déplacement des oiseaux d'un perchoir à l'autre. Puis, ça, je vous l'ai dit tantôt pour ce qui est des clôtures. On vous recommande de les mettre dans des endroits qui sont ouverts, là où actuellement il y a peu d'éléments naturels où les oiseaux peuvent se percher. Par exemple, dans un espace qui est complètement gazonné, vous pouvez mettre des perchoirs à cet endroit-là. Mais là, vous avez vu ma présentation, fait que vous n'aurez plus des espaces juste gazonnés. Donc, je sais que c'est quand même nécessaire d'en avoir, là, mais bon, on espère qu'il va en avoir moins. On vous recommande de les mettre dos à un boisé, mais face à un espace ouvert, comme sur la photo que vous voyez, pour permettre le déplacement des oiseaux. Puis sinon, si on veut juste conserver ce qu'on a déjà, puis permettre qu'ils servent de perchoir, on garde les milieux avec les arbres, les arbustes, puis des chicots, tout simplement, là, au lieu de favoriser la coupe. Pour ce qui est du coût, donc c'est à peu près 80 $ à l'achat. Sinon, on peut très bien le construire facilement. Il y a un plan que vous voyez à droite de l'écran qui montre 3 sortes de perchoirs qui peuvent être construits. Il y en a d'autres aussi dans les trousses dont je vous parlais, différents plans. Le pierrier. Donc, le pierrier, là, on va aller plus du côté de l'herpétofaune, un petit peu plus spécifiquement les couleuvres. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité encore, mais ce sont quand même des espèces qui sont essentielles, croyez-moi. Donc, actuellement, dans le fond, la menace principale pour l'herpétofaune, c'est la perte de milieux naturels. Donc, on va aller leur offrir ces structures-là. Ce sont des structures qui vont permettre d'emmagasiner la chaleur. Puis ça, c'est très recherché par les couleuvres parce que ce sont des animaux ectothermes, ce qui veut dire en fait que leur température corporelle va être influencée par la température de leur environnement. Ce sont des animaux qui vont aller favoriser le contrôle des populations, des espèces qui sont jugées un peu plus nuisibles. Donc, elles sont bénéfiques. Puis, actuellement, sur les 8 espèces qu'on a au Québec, il y en a 6 qui sont susceptibles d'être désignées comme menacées ou vulnérables. Donc, la majorité des espèces sont en situation précaire. Donc, on cherche à aller leur donner un petit coup de pouce. Bon, regardez, j'ai mis une photo pour vous montrer qu'elles peuvent être mignonnes. Donc, c'est des pierres qu'on va aller disposer de façon à laisser des interstices, donc des espaces puis des crevasses pour laisser passer la petite faune. On va les choisir de différentes grosseurs. Idéalement, on va l'orienter vers le sud pour favoriser l'ensoleillement puis l'emmagasinage de chaleur à l'intérieur. Puis attention, un pierrier n'est pas un hibernacle. L'hibernacle, c'est une structure dans laquelle les couleuvres vont pouvoir hiberner, c'est creuser dans le sol en partie. Le pierrier, c'est vraiment un amas de roches. L'hibernacle, c'est un autre aménagement qui est intéressant. Le pierrier va pouvoir être mis dans un milieu ouvert ou en bordure de forêt ou de champ.
et encore là, loin des routes puis des pistes cyclables pour minimiser les mortalités. Donc, ça va coûter autour de 1 000 selon la taille des roches, les matériaux que vous utilisez, plus la main-d'œuvre. Petit truc comme ça, s'il y a un agriculteur à proximité, souvent ils font des gros amas de roches dans leur champ. Vous pouvez avoir des roches gratuitement si vous faites un partenariat avec un agriculteur, donc ça peut être une belle idée. La plateforme de lézardage, c'est le 12e aménagement que je vous présente. Ici, on va chercher à aller favoriser les tortues. Pourquoi les tortues? En fait, on a 8 espèces de tortues d'eau douce au Québec et elles sont toutes en situation précaire pour plusieurs raisons. Entre autres, excusez-moi, je m'en allais dire une niaiserie. Je m'en allais dire encore du manque des structures de lézardage, là, mais c'est pas le cas. Entre autres, à cause de la modification des rives intensives qui est un enjeu pour ces espèces de tortues-là au Québec. Puis la modification des rives va entraîner aussi le manque de structure de lézardage qu'on va vouloir aller compenser en réalisant cet aménagement-là. Quand je dis lézardage, en fait, c'est ce qu'on appelle quand les tortues vont s'exposer au soleil pour se réchauffer parce que c'est des animaux ectothermes comme les couleuvres qui ont besoin du soleil pour augmenter leur température corporelle. Donc, oui? Je pense qu'on a une question, mais c'était plus à propos des pour les couleuvres. Les couleuvres? Oui, les couleuvres. Donc, est-ce qu'il y a un type de roches minéraux à prioriser ou bien de la récupération de dalles, par exemple, comme le béton? Est-ce que ce serait tout aussi efficace? Oui, ça peut être tout aussi efficace. En fait, le but, c'est vraiment là, qu'on ait des structures qui emmagasinent la chaleur. Donc, oui, ça va être tout aussi efficace. Il faut juste faire attention de laisser des interstices aussi puis des espaces pour que les couleuvres puissent se déplacer à l'intérieur de la structure. Donc, on était rendu à comment installer une plateforme de lézardage. Vous voyez une image de plateforme de lézardage en haut à droite, puis un plan en bas à droite qui peut être suivi. Donc, c'est des bios qu'on va mettre un à côté de l'autre, puis qu'on va joindre ensemble. En faisant ça, on va aller imiter les troncs d'arbres que les tortues utilisent déjà pour s'exposer au soleil, puis on va l'ancrer au sol d'un point d'eau comme un étang, par exemple. Justement, on peut aller mettre la plateforme de lézardage sur un lac, sur une rivière, sur un étang. Idéalement, il faut que ce soit un plan d'eau qui est calme, où il n'y a pas beaucoup de vagues, parce qu'encore là, comme l'eau végétalisée, on ne veut pas qu'il parte à la dérive et qu'on perde notre plateforme. On veut un plan d'eau qui a au moins 30 cm de profondeur pour que la tortue puisse aller plonger si jamais elle est effrayée. Puis on va le mettre loin de la rive pour éviter que les tortues soient soit prédatées ou dérangées par des humains. C'est un aménagement qui va coûter moins de 100 $. C'est seulement des bio de bois avec une chaîne puis des ancrages. Ce à quoi on va ajouter la main-d'œuvre. Donc, vous voyez, la majorité des aménagements que je vous présente sont vraiment pas très dispendieux. C'est plus la main-d'œuvre, en fait. C'est plus le temps là, qui va augmenter le coût. La plateforme de nidification pour buses à épaulettes. Donc là, c'est écrit buses à épaulettes, mais on va, avec cet aménagement-là aussi, aller favoriser différents oiseaux de proie, comme le balbuzard pêcheur, d'ailleurs, qui sont des oiseaux qui sont super impressionnants à voir aller. Ces oiseaux-là sont victimes de la destruction, de la fragmentation, puis de la dégradation des forêts, puis des milieux humides. Donc, en allant faire une plateforme d'édification, on veut aller pallier au manque d'arbres qui leur servent à construire leur nid en milieu naturel. Puis, ce sont des espèces qui sont aussi indicatrices de la qualité d'un milieu, comme la chouette rayée au début de ma présentation.
Ici, dans le fond, j'ai mis des photos de plans de construction pour vous montrer de quoi ça a l'air. Vous pouvez l'acheter aussi. C'est du sur-mesure, là, mais vu que ça ne sera pas écrit, je vous le dis, il y a l'entreprise Permahabitat avec qui on avait déjà fait affaire qui peut construire ce genre de plateforme-là. Il y a sûrement d'autres entreprises aussi, là, c'est celle que je connais pour l'instant. Cette plateforme-là, on va aller l'installer à la cime des arbres ou vraiment, si ce n'est pas possible, là, comme la photo à droite, on va aller la mettre le plus haut possible, étant donné qu'on doit aller la mettre très, 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 très haut. C'est possible que vous ayez besoin d'une nacelle, en fait, là, pour aller l'installer. On va choisir une forêt mixte ou une zone riveraine ou un marécage avec des feuillus inondés. Idéalement, un milieu qui est vaste avec des grands arbres matures où il y a un bon couvert forestier, comme pour la chouette rayée tantôt, près d'un milieu aquatique ou d'un milieu humide. Puis on évite les forêts de conifères à cause de leur densité d'arbres. Donc, pour la plateforme comme telle, c'est moins de 100 $, mais comme je vous disais, ça se peut qu'on doive louer une plateforme élévatrice. Ça coûte de 370 à 1000 $ par jour selon le modèle, si jamais vous n'avez pas d'échelle assez haute. Mon avant-dernier aménagement, qui est la prairie. La prairie, c'est un aménagement qui est très joli, qui va permettre d'offrir un habitat puis un refuge à vraiment une grande variété d'espèces fauniques. Je vous ai mis quelques photos au bas de l'écran. Par exemple, des espèces champêtres, des espèces d'oiseaux champêtres comme le goglu des prés, qui est une espèce à statut précaire, puis des micro-mammifères comme la musaraigne et les insectes. Donc, pour la prairie, ça peut être assez simple. Vous pouvez tout simplement laisser pousser naturellement les végétaux. Ah! Quelqu'un qui dessine sur l'écran. Vous pouvez tout simplement laisser pousser les végétaux dans le milieu que vous avez choisi. Ou vous pouvez le bonifier aussi avec l'ensemencement d'herbacées indigènes que vous pouvez choisir dans des pépinières. Donc, il y a différentes méthodes d'aménagement pour faire une prairie. En fait, je ne passerai pas à travers toutes les méthodes d'aménagement. On va les choisir en discutant avec vous, en fait, selon le type de sol, la superficie que vous voulez couvrir, l'état actuel du sol, puis les semences qu'on choisit. Dans les trousses, on en parle un peu plus des méthodes d'aménagement selon l'environnement que vous avez. Donc, tout espace naturel peut convenir pour l'aménagement d'une prairie. Par contre, on va privilégier des terrains plats ou qui ont seulement des faibles pentes avec le minimum d'intervention humaine, puis des endroits qui ont au moins 6 heures d'ensoleillement par jour. Ça va coûter, c'est très, très, très varié. La tranche de coût, ça peut être de moins de 100 $ à plus de 10 000 $ selon la superficie que vous voulez couvrir. Donc, malheureusement, je ne peux pas être plus précise que ça. Ça va être influencé aussi par la méthode que vous allez utiliser. Puis mon dernier aménagement, avant qu'on se lance dans la période de questions, c'est la zone de non-coupe. Donc, ça, je pense que c'est un des plus simples aménagements que je vous ai présenté aujourd'hui. Une zone de non-coupe, appelée aussi gestion différenciée, c'est des endroits où on va tout simplement cesser la tonte de l'herbe. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est parce que les zones qui sont gérées de façon conventionnelle, si je peux dire, là, où on va tondre régulièrement l'herbe, c'est des milieux qui sont fortement perturbés, puis qui sont souvent inhabitables pour la faune, donc ils n'auront pas une grande valeur écologique, puis ils vont aussi favoriser la propagation d'espèces végétales exotiques envahissantes, comme le roseau commun, par exemple, ou l'entrisque. Donc, en faisant ça, on va aller revitaliser des milieux qui sont perturbés.
Puis, on va permettre à la végétation vraiment de prendre l'expansion, puis de favoriser la biodiversité. J'ai mis un plan au bas de l'écran, il est tout petit, tout petit, tout petit. C'était pas pour vous montrer les détails, mais ce plan-là, vous pouvez le retrouver dans les trousses d'aménagement phonique si jamais vous voulez aller le voir en détail. Mais c'est un exemple d'aménagement de zone de non-coupe avec les délimitations. Donc, on choisit les zones où on veut arrêter la coupe. On peut les délimiter pour favoriser l'entretien après ça par les entrepreneurs. On arrête la coupe dans les zones choisies. On peut contribuer un petit peu à la pousse aussi en mettant de l'ensemencement, mais ce n'est pas nécessaire. Idéalement, l'arrêt de la coupe, vous allez la faire au printemps pour permettre aux végétaux de croître le plus possible durant la saison. Donc, comme la prairie, tous les habitats sont favorables pour faire des zones de non-coupe, même les cours de propriétaires, monsieur, madame, tout le monde, comme on dit, ça peut être une belle opportunité là, de faire ce genre d'aménagement-là. On vous invite à les sensibiliser aussi, les citoyens, à adopter des zones de non-coupe. Si on veut privilégier un habitat, si on se demande où faire une zone de non-coupe, on peut privilégier les endroits où on a déjà une belle présence d'herbacées puis d'arbustes autour. On va choisir des zones calmes qui sont un peu plus éloignées des milieux anthropisés parce qu'en fait, le bruit va influencer la diversité d'espèces présentes. Il y a des espèces qui sont un peu plus sensibles au bruit. Donc, voilà. Puis finalement, pour ce qui est des coûts, on est à moins de 200 $ plus la main-d'œuvre, étant donné que ça ne nécessite que l'arrêt de la coupe. Par contre, il ne faut pas oublier de faire un suivi fréquent pour vérifier que les espèces qui poussent sont bien des espèces qui sont désirables versus des espèces végétales exotiques envahissantes. Puis s'il y en a, on fait un contrôle tout simplement. Donc, ça conclut les aménagements. Bon, je suis contente, je suis dans mes temps. Ça conclut les aménagements phoniques que je voulais vous présenter aujourd'hui. Le lien vers les fameuses trousses dont je vous ai parlé tout le long de ma présentation est en haut de l'écran ici. Vous allez pouvoir y avoir accès. Je vous laisse aussi mon adresse courriel. N'hésitez pas si vous avez des questions, des hésitations, vous pouvez m'écrire directement, ça va me faire plaisir. Donc, on serait rendu à la période de questions qu'on avait réservée aussi pour la fin. Si jamais il y en a, je vous écoute. N'hésitez pas, vous pouvez y aller dans le chat ou alors lever la main. J'ai arrêté le partage et aussi je peux remettre le partage si vous voulez revoir une diapositive. Pas de question, c'est que c'est une bonne nouvelle, c'est que tu as été très claire, Laurence. Dans tous les cas, sachez que ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible publiquement. Aussi la présentation donc, de Laurence. On publiera ça sur le site de Raison Vraiment Populaire sur Nature Action Québec. N'hésitez pas, si vous avez des questions à propos du programme, donc le PEX-BD, vous avez mon courriel, celui aussi de Christa. Et puis justement, sur les aménagements, vous avez aussi celui de Laurence. Donc, peut-être que vous recevrez aussi un coup de sondage pour savoir si ça vous a plu. Et bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je pense que Laurence, on peut clore le webinaire.